Aujourd'hui, on va vous présenter notre premier podcast sur la convention collective. Je suis en compagnie de Marvin. Bonjour Marvin. Bonjour Patrick. Mais avant de commencer à parler, Marvin, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, là. Bonjour. Mon frère Marvin Lee, je suis un des trois conseillers au 3247. Conseiller du SFP. Assigné ici depuis à peu près un an à peu près. Je suis là pour assister, soutenir, conseiller les gens du 3247, là, vos représentants syndicaux. Ben, merci Marvin d'être avec nous, parce que ce qu'on réalise, c'est que mieux que les gens sont informés de leurs droits, mieux que les gens connaissent la convention, moins qu'il y a de chances qu'il arrive des incidents malheureux, que les gens perdent de l'argent. Et là, on attaque un sujet qui est quand même important, la rémunération. Dans le dossier de la rémunération, ce qu'on va parler, c'est les articles applicables par rapport à la rémunération. C'est surtout l'article 7 dans la Convention collective nationale, mais on va aussi parler relevé de paye. Donc, ça, c'est l'article 24 des dispositions locales de la Convention collective. Pourquoi qu'on parle des relevés de paye? C'est parce qu'il y a trop de gens qui les surveillent pas. Et là, ça va vraiment être un des enjeux majeurs pour les prochains mois, lorsque toutes les nouvelles primes, les nouvelles mesures vont entrer en fonction, de vérifier ça devrait être une habitude, là, à chaque paye, aller voir votre relevé de paye, qu'est-ce que ça arrive, parce que des fois, les gens nous interpellent, ça fait des mois qu'il y a des erreurs, et puis là, on peut pas reculer, parce qu'on peut juste reculer rétroactivement de 6 mois pour corriger les erreurs. Donc, c'est important d'aborder ce point-là. Puis ensuite, on va regarder la question sur la rémunération, qui est l'article 7, et surtout l'intégration dans un nouveau poste. Donc, comment que les échelles de salaire doivent s'intégrer, c'est quoi la reconnaissance d'expérience. Fait que c'est vraiment des matières importantes que si vous n'êtes pas alerte, puis qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses qui se glissent dans votre dossier, vous pouvez perdre, ça peut aller là, des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Tout à fait. Perdre parce que la convention collective est mal appliquée. Tout à fait. Donc, Marvin, je te laisse aller. Le premier article le plus important, dans le fond, c'est l'article 24.01 des dispositions locales. Alors, ça concerne en fait le relevé de paye en soi. Quand Patrick disait tantôt là, qu'il est important de surveiller votre relevé de paye, c'est l'article 24 qui vient de déterminer c'est quoi le relevé de paye dans le fond. Alors, à 24.01, là, vous avez tout ce qui est important à avoir sur votre relevé de paye. Moi, je vous dirais là que c'est important de le vérifier à chaque fois qu'on en reçoit un, dans le fond, pour s'assurer que le titre d'emploi est bon, pour s'assurer que les dates correspondent, mais surtout de vérifier le nombre d'heures que vous avez fait correspondent réellement aux heures que vous avez effectuées durant les 2 semaines en question. Alors, les heures supplémentaires aussi, c'est important de vérifier parce que l'employeur, des fois, va faire des erreurs là-dedans, puis c'est vous qui allez être perdant. Il est important de s'assurer, justement, avec toutes les nouvelles primes et toutes les augmentations sur les primes qu'on a eues dans la convention collective, qui vont éventuellement être versées, là, de s'assurer que tous ces primes-là ont été calculées pour vous correctement sur votre paye. Il est important également de surveiller votre taux de salaire parce que nécessairement, les salaires ont augmenté avec la nouvelle convention collective. Il faut s'en assurer également. Moi, je vous dirais de le faire à chaque fois que vous recevez une paye, dans le fond, parce que ça prend 30 secondes, là. Mais cette 30 secondes-là peut faire une différence s'il y a une erreur. Puis que cette erreur-là, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu. Et comme Patrick l'a dit tantôt, là, on peut juste reculer 6 mois en arrière. Alors, si ça fait 1 an, vous n'avez pas regardé votre paye, puis qu'il y a une erreur, ça se peut que vous perdez de l'argent. Puis qu'on ne puisse pas rien faire du tout, là, parce qu'on a juste 6 mois pour le réclamer. À l'article 24, tant qu'à être là, à l'article 24, là, on va également regarder quelques notions qu'on a dans cet article-là au niveau de l'avance de paye de vacances. Alors, comme vous pouvez le voir, là, si vous prenez vos dispositions locales, au niveau des avances de paye pour les vacances, vous pouvez le faire quand vous partez en vacances annuelles, là, faire une demande d'avance de paye de vacances, mais c'est important de le faire et c'est important de le faire au moins 30 jours avant le début du congé annuel. D'accord? Si vous voulez l'avoir. Concernant les erreurs,
Alors, à la même chose, là, à l'article 2408, si une erreur sur votre paye, ben, les modalités sont prévues à cet article-là. D'accord? Alors, vous pouvez aller le voir, là, il y a des modalités. Hein, si je le lis, là, advenant une erreur sur la paye d'un montant de 30 au plus imputable à l'employeur, l'employeur là, doit corriger cette erreur-là. Il y a 4 jours ouvrables pour le faire. D'accord? Mais il faut le signifier à l'employeur, par exemple. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il s'en aperçoive. L'employeur ne s'aperçoit jamais de ses erreurs. Alors, si vous vous en apercevez pas, si vous n'avez pas regardé votre paye, vous n'allez pas le voir. Mais si vous ne le voyez pas, ben lui, il ne pourra pas le corriger. C'est ça. Si vous en manque de l'argent, l'employeur ne s'en apercevra pas. Par contre, s'il en paye en trop, oui. Là, il va s'en apercevoir, il va vous appeler, il va vouloir le réclamer. Puis l'article 24 contient aussi la matière pour la façon que l'employeur peut récupérer. Donc, il doit s'entendre avec vous, essayer de s'entendre avec vous dans un premier temps. Puis s'il n'y a pas d'entente, ben après ça... Ben, on applique, dans le fond, on applique la formule de calcul qui est compliquée qu'on va pas faire ici aujourd'hui. Non, on va pas le faire, mais si une erreur arrive et que là, les montants sont importants, puis si vous pensez que l'employeur ne l'applique pas de la bonne façon parce que, il ne s'est pas entendu avec vous, alors il est obligé d'appliquer la convention collective et si vous pensez qu'il ne le fait pas correctement, il est important que vous en parlez avec votre représentant syndical qui, lui, va s'assurer, de valider si l'employeur utilise la bonne procédure et de 2, est-ce que les montants qui sont prélevés sont corrects et nécessairement correspondent à ce qui est prévu à la Convention. Bon, fait que là, on va embarquer dans l'os de la présentation. Les salaires, en vertu de l'article 7, la rémunération, de la façon que les salaires sont payés. Puis ça, c'est important, comme je disais tantôt, ça peut être des différences de milliers de dollars au bout de 2, 3, 4, 5 ans, selon l'intégration des échelles. Donc, Marvin, par rapport à la rémunération. Oui, alors, la notation se trouve en fait à l'article 7 des dispositions nationales. Si vous ouvrez votre convention collective, là, à l'article 7, là, 7 on dit, en moins de disposition contraire, la personne salariée reçoit le salaire du poste qu'elle occupe. Ça, c'est la base de tout. Là. Alors, il faut vous assurer que vous recevez bien le taux salarial pour le poste que vous occupez. Si vous allez à votre annexe Z de la convention collective, vous allez voir ce qu'on appelle la structure salariale. Alors, dans la structure salariale, vous avez ce qu'on appelle les rangements et les échelons. Alors, si vous allez... Là, je fais un peu du coq à l'âne, là. Si vous prenez votre annexe AA de la convention collective, vous allez voir là, sur la colonne de gauche, vous allez voir ce qu'on appelle les numéros du titre d'emploi. Après ça, vous avez le titre d'emploi. Vous avez, à la 3e colonne, ce qu'on appelle des rangements. Alors, vous prenez la liste, vous allez sur votre titre d'emploi, vous regardez à droite et vous voyez ce qu'on appelle votre rangement. Vous prenez ce rangement-là et vous retournez à l'annexe Z et avec ce rangement, vous allez aller à votre échelon et ça va vous donner votre taux horaire. C'est important de vous assurer que c'est le bon échelon dans lequel vous êtes. D'accord? Une petite particularité par rapport à l'annexe Z qu'on pourrait rajouter, c'est que l'annexe Z, il y a une page pour chacune, en fait, il y a une section pour chacune des années. Donc, l'annexe Z, là, on a 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, les taux horaires. Si vous voyez qu'il y a des taux horaires qui ne sont pas exactement, présentement, ce qui arrive, c'est que les taux, c'est les bons en vertu de tout ce qui a été signé pour l'entente d'équité salariale et les règlements d'équité puis la convention collective. Mais là, comme il y a des choses qui ne sont pas encore payés, qui ne sont pas encore ajustés, ben comme les agents de classe 1, les agents de classe 3, classe 4, ben les secrétaires médicaux, ben c'est pas encore ajusté, mais ça c'est le taux que vous devriez avoir, qui va avoir une rétroaction là-dessus là, à partir de soit de l'entente d'équité ou de la signature. Donc si vous voyez que le taux est pas tout à fait pareil, parce qu'on a eu des commentaires là-dessus, ben c'est à cause de ça. Fait que tant que tout ne sera pas ajusté, ben il peut y avoir des petites notions de différence. On travaille actuellement avec l'employeur là, pour justement s'assurer que ça se fasse dans les délais prévus
Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, l'employeur ne semble pas respecter ses obligations. Et soyez assurés que nous, on les talonne là, pour que les choses se fassent le plus rapidement possible. Là. S'assurer également de protéger nos droits, vos droits, concernant tout ce qui est rétroactivité. Là. Si vous allez, écoutez, il y a ce qu'on appelle le site Internet du 3247. Si vous avez des questions par rapport, par exemple, à votre titre d'emploi, la nomenclature, votre taux salarial qui devrait être affiché sur votre paye également, vous avez le site Internet 3247 là, que vous pouvez aller consulter. Vous allez voir là, dans l'onglet documentation, si vous cliquez dessus, vous allez voir la nomenclature des titres d'emploi, les taux, les échelles de salaire du réseau de la santé. Si vous cliquez dessus, là, vous allez pouvoir retrouver votre titre d'emploi, une description en fait de c'est quoi votre travail et le taux salarial qui va avec. Mais prenez également le temps là, de regarder tout le reste. C'est un beau site. Il y a beaucoup de documentation que vous allez pouvoir retrouver, là, que ce soit votre convention collective que vous pouvez consulter, dispositions locales, et ainsi que plusieurs publications que nous avons faites également. Prenez le temps de le consulter, vous allez voir, il y a énormément d'informations pertinentes qui peuvent être utiles ou du moins à connaître. On le voit à l'article 17, là, on parle des années d'expérience antérieures. Je vais vous faire la lecture de 1701. On dit « La personne salariée est classée quant à son salaire seulement selon la durée de travail antérieure dans le même type d'emploi que celui qu'elle occupe ou le cas échéant en tenant compte de l'expérience pertinente dans un autre type d'emploi comparable dans le milieu de la santé et des services sociaux et le milieu de l'éducation. » Alors, prenons par exemple quelqu'un qui vient d'être embauché. On va devoir calculer son année d'expérience par rapport à ce qui est prévu à l'article 1701. En fait, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que si vous êtes nouvellement embauché, il faut comprendre que les expériences que vous avez eues ailleurs, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le réseau, il faut que vous en informez l'employeur. Il faut que ce soit mentionné à l'employeur que vous voulez faire reconnaître cette expérience-là, qui va permettre peut-être de vous donner un échelon ou 2 échelons de plus, ou même plusieurs échelons de plus par rapport à votre salaire de départ. Et ça, c'est important de le faire parce que sinon, l'employeur, lui, il va toujours vouloir payer moins. Là. Fait que du coup, il va vouloir, si vous ne l'informez pas, il va tout simplement dire, ben, j'étais pas au courant, puis voilà, c'est tout. Là. Alors, ici, on va vous donner un exemple, on va vous donner des exemples là, au niveau de l'application, justement, de cette matière. Alors, on a ici un exemple où on voit Justine là, qui a été embauchée par le SISMO comme agent de classe 1 au service des finances. Alors, elle avait déjà occupé, dans sa vie antérieure, professionnelle antérieure, elle a occupé un poste d'emploi d'adjoint à la comptabilité chez un grossiste en alimentation pendant 3 ans. Alors, si Justine avait été arrivée au travail et qu'elle n'informe pas l'employeur de cette expérience passée qu'elle a eue, ben, comme agent admin classe 1, elle aurait commencé à 24,86. Mais compte tenu de son expérience chez le grossiste pendant 3 ans, ben, on va lui reconnaître cette expérience-là. Alors, au lieu de commencer à 24,86, Justine va arriver au 6 mois et va commencer à 26,76. Vous voyez la différence salariale qu'il y a par rapport à cette expérience qu'elle a eue? Ben, c'est pour ça que c'est important de s'assurer, quand vous arrivez, que vous occupez une fonction au SISMO, de faire reconnaître vos expériences passées, ça compte. Puis, n'hésitez pas, là. Si vous pensez, peut-être ça compte pas, regardez, dites-le, puis on verra. D'accord? Dites-le en premier, puis on verra après. D'accord? Puis le cas Justine, là, si on prend le temps de calculer, là, c'est quasiment 2 $ de l'heure à 1800 heures par année. OK, on est à 3600 par année, puis il reste 4 années avant de devenir top échelon. Sinon, donc, on parle d'environ 12, 13, 15 000 $ qu'elle perdrait si elle est intégrée au premier échelon. Donc, c'est des sommes qui sont considérables si on ne le fait pas comme il faut. Tout à fait. Alors, si on regarde l'article 703, là, on dit au niveau, ici on parle de mutation, promotion, là, on dit la personne salariée promue reçoit au départ de son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.
si dans les 12 mois de sa promotion, la personne salariée reçoit dans le fond, si dans les 12 mois de sa promotion, la personne salariée reçoit dans son nouveau titre d'emploi. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que si vous avez une promotion, vous ne pouvez pas vous gagner moins, là. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours vérifier votre slip de paye pour s'assurer là, que si vous avez une promotion, par exemple, ben, que le salaire que vous gagnez, ça ne peut pas être moins que pour l'emploi que vous avez quitté. Alors, il faut absolument qu'il soit supérieur au salaire que vous avez quitté. D'accord? Oui. Puis le terme promotion, ben, ça désigne une mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, au sens de la convention collective, donc avec une échelle de salaire maximum plus élevée. Donc, c'est sûr que mutation, c'est pas nécessairement une mutation volontaire. Là. Ça va être une mutation par la liste de rappel, ça peut être par des déplacements, ça peut être par n'importe quelle façon qu'on peut changer de poste. À ce moment-là, la règle de promotion s'applique. Puis c'est important parce que l'employeur va tendance à l'appliquer juste dans les cas de mutation volontaire, mais les gens qui vont changer de poste par le biais d'affectation, exemple long terme, ben ils ont droit aussi à la règle de promotion. Oui. Puis il faut, à 704, on parle ici de l'intégration dans les échelles lors d'une mutation, mais dans le cas d'une rétrogradation. Alors, on dit dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement. Alors, la rétrogradation désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre comportant une échelle dont le maximum est moins élevé. Alors, vous comprenez là, que là, on s'en va dans un autre type d'emploi dont la rémunération est moins élevée que celle que vous avez quittée dans les circonstances. Et ça s'applique de la même façon également. C'est pas seulement les titulaires, pour les postes de remplacement également, c'est la même chose. À 706, on parle dans le cas de promotion, transfert, rétrogradation. La personne salariée bénéficie, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 17 au niveau de années d'expérience antérieure. Alors, comme tantôt, là, vous l'a présenté tantôt, c'est l'application des années d'expérience antérieure. C'est ça, c'est l'exemple qu'on a donné, c'est que si une personne est engagée sur un type d'emploi, mais qu'en cours d'emploi, elle change, ça ne veut pas dire qu'elle a déclaré à l'embauche son expérience dans le type d'emploi qu'elle s'en va. Donc, à chaque fois qu'on change de poste, on peut faire valoir de l'expérience qu'on a acquis, soit dans un établissement de santé, éducation ou un autre. Donc, c'est important de dire qu'on peut appliquer l'article 17 dans les cas de promotion, transfert, rétrogradation. Tout à fait. Alors, écoutez, on va vous donner, là, on va vous présenter des tableaux, on va vous donner des exemples, là, comment, dans ce cas-ci, là, quand on vous dit, on va vous expliquer comment trouver, en fait, votre rangement, votre échelle, là. Alors, par exemple, si vous prenez le poste, l'emploi 5317, qui correspond à agent admin classe 3, du secteur administratif, on voit ici le rangement 7, hein? Et on voit ici là, les échelons qui correspondent à ce type d'emploi-là. Alors, ici, on a, tantôt, on avait parlé de promotion là, au niveau de l'article. Et maintenant, on va vous donner un exemple pour assurer la bonne compréhension, dans le fond. Alors, ici, on a Martine, qui est adjointe à la direction depuis une dizaine d'années. Elle vient de terminer une reconnaissance des acquis comme technicienne en administration et obtient le remplacement de 2 ans de sa collègue qui est partie en tout cas, qui vient d'accoucher. Dans le fond, elle est partie en congé parental. Alors, on a Martine. Alors, elle est dans le rangement 12, au maximum, parce que ça fait au-delà de 10 ans qu'elle est dans l'emploi. Alors, elle gagnait 32 $ et 3 sous au maximum de l'échelle. Là, elle va remplacer sa collègue comme technicien en administration, hein, dans le rangement 14. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme tantôt, on vous l'avait expliqué, là, elle ne peut pas gagner moins puisqu'il s'agit d'une promotion dans un emploi dont le salaire est supérieur. Alors, elle ne peut pas arriver, par exemple, ici, là, à 31,49, ça ne respecterait pas la convention collective. Enfin, nouveau taux salarial, 32,44. Juste par rapport à ça, okay, étant donné qu'il y a des règlements d'équité salariale, comme là, ce qu'on voit, c'est comme c'est pas le bon taux, parce que présentement, elle n'est pas payée 32,03. Ouais. Si elle vivrait sa mutation aujourd'hui, OK,
quand l'équité salariale va rentrer en force, il va falloir rétroagir. Oui. Donc là, les agentes administratives, surtout comme ceux qui ont changé de poste après le règlement d'équité salariale, ça peut agir rétroactivement. Et là, je parle des agents de classe 3, des agents de classe 4 qui auraient pu avoir changé de poste en 2011, 2012. Bien là, c'est de voir, c'est à partir de 2011, 2012, vous avez été intégré au bon niveau, puis là, il pourrait avoir une rétroaction, même si vous avez travaillé d'un autre type d'emploi qui n'est pas visé, parce que vous avez été mal intégré au départ en fonction des salaires qui auraient dû être versés à ce moment-là. C'est sûr que c'est votre droit de le faire, puis surveillez ça. Tout à fait. Puis actuellement, comme je vous dis, il y a une équipe, une conseillère SFP là, qui travaille là-dessus là, pour s'assurer que les calculs et les choses se fassent selon les règles et selon ce qui est prévu à la législation. Alors, prochain tableau. Là, on parle ici là, de rétrogradation. Alors, c'est un exemple qu'on vous donne pour une meilleure compréhension. Alors, on a Julien qui est préposé au matériel depuis 20 ans. Il applique et obtient un poste de brancardier à temps partiel. Alors, on parle de ici d'arrangement 7, de préposé, et Julien, il veut devenir brancardier, alors ce qui est un rangement 4. Julien, compte tenu de ses années d'expérience là, au travail, était au maximum au niveau des échelons à 26,30 $. Alors, il intègre son nouvel emploi. Et compte tenu de ses années d'expérience, ben, il ne peut pas commencer à 23,44. Il va être au maximum de cette échelle-là, qui est de 24,03 $. Puis ça a l'air évident, là, mais on a des cas de rétrogradation que ça n'avait pas été respecté. Donc, il a fallu aller en grief, contester. Finalement, l'employeur l'a fait. Mais c'est pas des choses qui, nécessairement, vont toujours se faire automatiques. D'où l'importance d'écouter le podcast, de vérifier vos payes et de vous assurer que les mécanismes sont bien appliqués. Je sais qu'on vous le répète beaucoup là, dans pour la période du temps du podcast, mais parce que c'est important. Parce que si on vous le dit, c'est parce que ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent que l'employeur, là, pour une raison ou pour une autre, bonne ou mauvaise foi, des fois on se le demande, mais des fois, ben, quand une situation comme ça arrive, comme Pat vient de le dire tantôt, au lieu de payer 24,03 $ au maximum de l'échelle de brancardier, ils vont dire, ben écoute, il s'agit d'une rétrogradation, puis ils vont donner le salaire de 23,47 $ pour commencer, alors que la personne, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans le réseau, que ça fait 20 ans qu'elle a de l'expérience. Alors, c'est pour ça qu'on vous le répète depuis le début, il est important de vérifier votre slip de paye à toutes les 2 semaines ou quand il y a un événement comme celui-là, c'est-à-dire que vous changez d'emploi, il faut toujours le vérifier parce qu'il y a des délais à respecter. Puis comme syndicat, si on veut vous défendre, ben il faut aussi que nous, on soit capable de respecter les délais. Alors, vérifiez s'il vous plaît votre paye. Puis quand vous avez un doute, n'oubliez pas, en cas de doute, là, on ne se dit pas que la réponse va nous tomber du ciel, là. Parlez avec vos représentants syndicaux, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous appuyer. Allez les voir et posez-leur des questions, puis eux autres, ils vont s'assurer de faire des validations et vous revenir. On a à l'article 7.11 des dispositions nationales, ce qu'on appelle la rémunération à Noël et au jour de l'an. Alors, 7.11 dit, le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l'an et le salaire prévu à son échelle de salaire majoré de 50%. C'est assez simple, c'est supposé être assez simple, mais des fois, on voit encore des erreurs. C'est ton salaire régulier qui est majoré, puis ce que ça fait, c'est que tu cotises sa retraite. Le temps supplémentaire, on ne cotise pas pour le régime de retraite, on n'accumule pas d'ancienneté là-dessus, tandis que le taux majoré, on accumule tout ça. Donc, c'est ça la différence, de dire tout à fait. C'est pas du temps supplémentaire. C'est comme une prime à l'événement. Hein? On est obligé de travailler le jour de Noël plutôt que d'ouvrir les cadeaux avec notre famille. Ben, notre travail vaut 50% de plus que d'habitude. À 7.12 et 7.13, là, on dit la personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention collective. Ces gains sont calculés au prorata des heures travaillées. Alors, je pense que c'est assez simple, mais ce que ça voulait dire surtout, c'est que si vous êtes un salarié à temps partiel, la convention s'applique également à vous. D'accord? C'est juste au prorata tout simplement.
À cette 13, on dit les bénéfices marginaux de la personne salariée à temps partiel se calculent et se payent de la façon suivante. Les bénéfices marginaux de la personne salariée, ben, c'est quand vous recevez vos bénéfices marginaux pour les congés fériés, les vacances puis les congés de maladie. Ouais. Donc, quand on a le statut temps partiel, on est payé sous forme de bénéfices marginaux. Les congés ne sont pas payés en tant que tels. C'est payé sur un montant à part sur chaque paye. Alors, ici, on a l'article 7.14. Alors, on parle ici de possibilité de monnayer certains congés. Alors, les personnes salariées à temps complet peuvent, avec l'autorisation de l'employeur, monnayer à taux simple. Hein? Je tiens à vous le dire, c'est à taux simple, là, parce que vous voyez, il y a des congés de fériés accumulés là, qu'on appelle, mais c'est à taux simple. Alors, pour les temps complets, on a les journées de vacances annuelles, on a les 5 jours accumulés de fériés, et on a les congés mobiles, si vous avez des congés mobiles. Pour ce qui est des personnes à temps partiel, avec l'autorisation de l'employeur, ces personnes-là peuvent monnayer seulement les congés annuels de vacances qui sont accumulés. Juste comme précision, les congés mobiles, par exemple, ça pourrait être les congés psy. Ceux qui travaillent dans une unité psychiatrique, ils ont le droit à des congés mobiles, donc ça pourrait être ça peut être monnayé. Alors, vous avez à 7.27, là, on parle des paramètres généraux d'augmentation salariale octroyés pour les années qui correspondent, en fait, à la couverture de la nouvelle convention collective de 2023 à 2028. Alors, vous avez là, à 7.27, les augmentations qui sont attendues pour les années subséquentes. Ouais. Alors, vous avez à 7.28 ce qu'on appelle une clause d'ajustement. C'est une clause qui a été négociée tout simplement pour justement s'assurer de du moins de ne pas s'appauvrir là, si il y a une inflation importante. Alors, je vais vous le lire en premier lieu, là, vous allez voir. Ça se peut que ce soit pas clair, mais comprenez que la raison de cette clause-là pour les années qui sont prévues, c'est pour, en fait, s'assurer là, de accoter le plus possible l'inflation en cas d'inflation importante. Alors, on parle là, au 31 mars 2026, chaque taux et chaque échelle de salaire en vigueur le 30 mars 2026 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec, IPC. Alors, c'est bien l'indice là à la consommation là qu'on voit et qui sont présentés, hein, qui sont calculés annuellement. Ben, en fait, mensuellement et annuellement à la fin de l'année au Québec. Alors ici, on parle des années 2025-2026 et de la moyenne de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025 qui va servir en fait de barème pour venir calculer l'IPC, laquelle variation est diminuée de 2,60 points de pourcentage, puis la majoration ne peut pas être supérieure à 1% dans le fond. Il faut comprendre l'indice IPC, c'est que si l'inflation, mettons, on a une augmentation de 2,5, l'inflation est à 2,7, bien, au lieu d'avoir 2,5 d'augmentation, on va avoir 2,7, jusqu'à concurrence de 1% de plus que ce qui est prévu. Tout à fait. C'est ça? C'est ça. OK. Oui. C'est bon. On aimerait vous parler également de classification et reclassification, qui est actuellement prévu à la convention collective là, aux articles 7.22 et suivants, dans le fond. Alors, je vais vous faire une petite lecture pour vous l'expliquer après. Dans les 45 jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, on dit l'employeur précise le titre d'emploi de chaque personne salariée. Alors, normalement, là, lorsque la convention se signe, là, on confirme à tous et chacun c'est quoi le titre d'emploi qu'ils ont. Alors, on dit à 7.23, l'employeur procède en tout temps durant la convention collective aux reclassifications qui s'imposent. Ce que ça veut dire, dans le fond, là, c'est que vous occupez un titre d'emploi, hein, puis là, en fait, l'employeur vous demande de faire des choses qui ne correspondent plus. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je sais pas. Je fais la job d'aide de service. Puis finalement, là, la plupart du temps, dans ma journée de travail, ben, on me demande de faire des tâches de préposé aux bénéficiaires. Ben, dans les circonstances, vous ne faites plus les tâches qui correspondent à votre nomenclature. Alors, il faut faire une demande pour s'assurer de faire reclasser votre poste pour avoir le bon salaire qui va avec. Parce que là, vous êtes sous-payé pour faire la tâche de quelqu'un d'autre.
Et on a une personne qui est attitrée à ça, là, au 3247. Il y a Dominique Girard et elle est remplacée temporairement là, par Annie Saint-Pierre. Comme on dit, là, c'est important de prendre connaissance au moins des articles importants de votre convention collective. Puis, en tout temps, là, vous avez des représentants syndicaux sur le terrain qui sont là pour s'assurer justement de répondre à toutes les interrogations que vous avez. Prenez le temps de les connaître, présentez-vous. Quand vous avez un doute, là, quand vous avez un doute, parlez à vos représentants syndicaux. Parfait. Ben merci Marvin. J'espère que ça va avoir été utile aux personnes. On va rendre disponible ça là, sur notre chaîne YouTube après avoir tout monté ça, c'était ça comme faut. Et puis ça a été un plaisir. Un plaisir partagé, mon cher Monsieur Patrick.